Le sujet de la migration est un sujet majeur et d'intérêt. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur l'événement, donc c'est évidemment quelque chose qui mérite les éclairages attendus. Avant de passer la parole à Gaël, donc Gaël est le responsable du laboratoire de chimie analytique, Analytech. C'est lui qui va assurer toute la présentation qui va durer 30 à 35 minutes. Bonne conférence et je te laisse la parole, Gaël. Donc, merci à tous d'être présents. Lorsqu'on parle de migration en cosmétique, il y a souvent malheureusement pas mal de confusion entre des notions qui sont parfois complexes et pour lesquelles les définitions sont un petit peu floues, c'est-à-dire qu'on a chacun une idée un peu différente de ce que l'on met derrière ces notions-là. Et aujourd'hui, on ne va pas couvrir tout, on va juste s'attacher à illustrer finalement comment évaluer la migration des substances indésirables dans le cadre des dossiers d'information produits et des évaluations de sécurité. Donc, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va devoir faire un petit peu de théorie. Ce n'est pas toujours très marrant, mais c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal de ramener les choses à leur juste valeur. Quand on parle de migration en cosmétique, on parle souvent d'interaction contenant-contenu. Et quand ça regroupe quoi? Ça regroupe finalement des choses assez simples. Ce sont des transferts de masse entre trois milieux différents. Donc le milieu interne, j'appelle milieu interne, qui correspond à la formule cosmétique. Le PAC, qui est un milieu à part entière, qui fait office de membrane ou de protection, et le milieu externe qui est composé essentiellement d'air, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de cosmétiques qui sont stockés dans l'eau ou dans du vinaigre ou du vin. Donc, ce milieu externe, il est composé de pas mal de choses, de l'air, de l'oxygène, de l'azote, de la vapeur d'eau, mais aussi et surtout les vecteurs de rayonnement et de pas mal de petites choses par ailleurs. Donc, quand le transfert de masse se fait à travers la membrane, du milieu interne vers le milieu externe, on parle de perméation. Quand le transfert de masse se limite à rester dans le pack ou le matériau du pack, on parle d'absorption. Et enfin, le dernier, on va dire, type de transfert de masse qui peut avoir lieu, c'est simplement le fait que les substances, les molécules vont rester collées à la face interne du pack. On parle d'adsorption via des interactions plus ou moins fortes, plus ou moins faibles. Il va de soi que le transfert de masse, il peut se faire aussi dans l'autre sens, depuis le milieu externe vers le milieu intérieur. Et enfin, le dernier type de transfert de masse qui peut avoir lieu, c'est celui de l'emballage vers la formule ou vers l'extérieur. Sachant que ce qui va être primordial d'un point de vue du dossier d'information, c'est toutes les interactions qui, d'une manière ou d'une autre, vont modifier et donc altérer la formule. Donc, si j'ai un transfert de masse de la formule vers l'extérieur, par définition, je transforme la formule, elle est modifiée. Malgré tout, d'un point de vue sécurité, cette modification-là, elle va être assez bien gérée dans le sens où on retire des éléments. Donc, on peut jouer sur la stabilité, on va jouer sur des paramètres physico-chimiques. Par contre, on ne va pas rajouter de substances qui n'ont pas été prévues dans la formule. Donc, ce type d'interaction-là, d'un point de vue sécurité, peuvent être gérées finalement assez facilement. Ce qui pourrait altérer la formule, c'est la perméation depuis l'extérieur vers l'intérieur, à travers le matériau. Là, en l'occurrence, à ma connaissance, c'est très peu le cas. On a des matériaux qui sont quand même très étanches à l'air, à l'eau, en grande partie aux UV. C'est quand même assez bien maîtrisé là-dessus. Et il n'y a pas de transfert de matière proprement dit. Sauf si, bien sûr, le système d'obturation ou de fermeture du pack n'est pas adapté. Donc, ce qui va nous intéresser le plus, finalement, dans la notion d'altération de la sécurité du produit et de la formule, c'est vraiment le relargage depuis le matériau d'emballage vers la formule. Voilà, c'est un petit peu précis. Si on regarde
finalement de plus près qu'est-ce qui se passe ou comment les plastiques sont constitués. Un pack, donc c'est toute la partie, ça on va dire que c'est du plastique, tout ça c'est du plastique et ça c'est de la formule. Un pack, il est constitué de quatre constituants majeurs, désolé pour la répétition. Le constituant majeur, c'est avant tout le polymère, donc c'est la reproduction quasi à l'infini d'un même motif, on parle de monomère. Donc là, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Le polymère, il peut être, en général, ce sont des chaînes, on va dire bidimensionnelles, de monomères répétés à l'infini. On peut également avoir ce qu'on appelle des agents de réticulation. Alors, ce n'est pas dans tous les polymères, mais on peut en retrouver quand même, qui vont permettre de lier les chaînes entre elles pour en changer les propriétés et faire plutôt un filet plus qu'une soupe de spaghettis. L'autre constituant majeur en termes de poids, c'est ce qu'on appelle les agents de charge. Les agents de charge, en général, ce sont des substances minérales. Ça peut être du dioxyde de titane, des oxydes de zinc, des silicates, des aluminates. Il y a pas mal de choses. Ils vont avoir différents intérêts dans le plastique. À la fois, ils vont servir de pigments. Ils vont servir aussi aux propriétés mécaniques. Et voilà, ils vont servir aussi un petit peu de barrière du plastique. Sachant que la plupart des plastiques, ils n'ont pas vraiment de couleur et ils ne sont pas complètement opaques. Donc, c'est vraiment les agents de charge qui vont amener ces propriétés-là. Et le dernier constituant, c'est ce qu'on appelle les plastifiants. Donc, c'est mes petites molécules qui sont ici. Là, on est souvent sur des plus petites molécules organiques en termes de taille, parce que les polymères sont des très, très grosses chaînes. Les plastifiants sont beaucoup plus petits et ils vont avoir pour but de protéger en général et de changer les propriétés du polymère, notamment en protégeant des UV, en leur donnant une certaine souplesse. Ils vont autoriser, par exemple, les chaînes à bouger les unes par rapport aux autres, ce qui va changer les propriétés du plastique. Et de l'autre côté, on a une formule qui est constituée de solvants, plein de choses dedans. Et ce qui peut se passer quand on parlait notamment de migration, finalement, ça revient à une altération du polymère notamment par l'effet solvant de la formule qui va venir s'immiscer un petit peu dans ce polymère qui est un peu comme un filet. Et le filet va se détendre, voire casser par endroits, et il va libérer un certain nombre de substances. Parmi ces choses-là, on va retrouver notamment des monomères ou des dimères, des trimères, donc des résidus de monomères, de polymères, résidus de polymères sous forme de monomères. On va retrouver des agents de charge. On peut retrouver aussi des traces d'agents de réticulation et surtout les plastifiants qui vont se retrouver là. Donc, tout l'enjeu, ça va être d'aller chercher ces molécules-là après dans la formule. Donc, si je reprends, on va retrouver les 4 types de constituants du polymère sont potentiellement retrouvables dans les formules cosmétiques. Et donc, on parle de résidus de polymère, d'agents de réticulation et d'agents de charge. Globalement, ces trois types de constituants-là vont être libérés dans la formule quand vraiment j'ai une forte dégradation du polymère. Et souvent, une forte dégradation du polymère, donc soit par effet SOG solubilisant, une oxydation chimique ou une photodégradation, en général, ça va se voir, tout simplement parce que le polymère, le plastique, il va changer, il va se déformer, il va changer de couleur, il va craqueler, il va laisser fuir, voilà. Tout ça, ça va être des choses observables. Et donc, comment dire, des transferts de matériaux de ce type-là, on va être relativement facilement en alarme et les détecter. Pour ce qui est de la famille des plastifiants, c'est un peu différent, tout simplement parce que les plastifiants peuvent passer dans la formule tout simplement par affinité. Je n'ai même pas besoin de dégrader finalement le plastique. Il suffit que, pour une raison physico-chimique essentielle,
les plastifiants peuvent se solubiliser davantage dans la formule, plus que dans le plastique. Et ils vont infuser progressivement dans la formule. Et ça se voit pas forcément directement, ou alors vraiment en allant regarder de très très près sur les propriétés mécaniques des premiers micromètres d'épaisseur du plastique à l'intérieur du pack. Pas tous tout le temps, clairement. C'est très difficile d'observer ce phénomène de façon macro. Donc, il va falloir l'observer de façon micro, c'est-à-dire aller doser, chercher ces plastifiants dans les formules après vieillissement. En termes de migration, qu'est-ce qui est prévu dans le règlement cosmétique? Globalement, il est prévu à la fois beaucoup et surtout pas grand-chose. C'est-à-dire que le règlement est assez évasif sur le sujet et il n'y a pas un article précis qui dit comment il faut faire. C'est surtout, il n'y a pas d'article qui dit comment évaluer précisément les phénomènes de migration en cosmétique selon tel ou tel protocole. La notion d'interaction-migration, elle va se trouver finalement répartie au sein du règlement à travers différents articles dans les annexes et autres, et que la seule obligation que l'on a vis-à-vis des migrations de substances indésirables, c'est de mettre sur le marché un produit sûr qui n'a pas été altéré par le stockage dans son emballage et de disposer dans le dossier d'information produit des éléments tangibles qui permettent de démontrer cette absence d'altération. Donc, plus en détail, ce que je disais, la notion de migration, d'interaction et de migration, elle se retrouve un petit peu à différents endroits du règlement, notamment dans l'article 17 sur la présence non intentionnelle de substances interdites qui peuvent provenir des impuretés naturelles, mais surtout synthétiques, du matériau d'emballage et notamment de migration depuis l'emballage. Et cette présence doit être techniquement inévitable. Donc ça, c'est le fameux techniquement inévitable qu'on retrouve un peu partout. Et surtout, ça doit être conforme à l'article 3, c'est-à-dire qu'une présence de substances indésirables peut potentiellement être présente. Il faut juste prouver que c'est une très faible concentration, qu'on ne peut pas faire autrement, et que malgré tout, le produit est sûr. Donc là-dessus, ça va déjà commencer à impliquer déjà l'évaluateur de sécurité dans le dispositif. Et différents éléments, on trouve notamment dans l'annexe 2 des substances interdites, un certain nombre de plastifiants, de molécules plastifiantes dites historiques, parce qu'elles ont été identifiées comme dangereuses, mais surtout depuis pas mal d'années identifiées par les fabricants de matériaux, de packs, et ils ont été progressivement supprimés, substitués. Je n'ai pas noté précisément, mais aussi dans l'article 15, des éléments sur l'interdiction des substances CMR. Il se trouve qu'il y a pas mal de molécules plastifiantes qui présentent ces particularités d'être CMR, d'où des fois on parle d'interrogation sur les perturbateurs endocriniens et autres, mais ce n'est pas le sujet du jour. Les deux autres points essentiels, c'est que dans l'annexe 1 qui définit ce que doit contenir l'évaluation de sécurité, il y a des éléments liés à la stabilité de la formule en conditions de stockage raisonnablement prévisible, autrement dit, stabilité formule dans son pack. Donc déjà, on commence à intégrer l'idée d'interaction formule-pack dans l'évaluation de sécurité. Ça doit faire partie de la réflexion générale. Et l'autre point, plus précis là, c'est que justement dans l'évaluation, on doit faire intervenir tout ce qui est lié aux substances indésirables et aux impuretés, et donc parmi celles-ci, effectivement, celles qui pourraient provenir du matériau d'emballage. Et on précise qu'on doit avoir des notions qui justifient que le matériau d'emballage est stable dans le temps. Finalement, cette démarche-là, identifier les substances indésirables potentiellement présentes, les mesurer pour justifier qu'elles sont à des niveaux techniquement inévitables, c'est-à-dire à l'état de trace,
et évaluer le risque associé. Ça, finalement, c'était déjà décrit dans le préambule du règlement, donc le point 37, je suis tombé dessus l'autre jour. C'est dit clairement ça, c'est-à-dire il faut, pour garantir la sécurité d'un produit, vérifier la présence de substances interdites, donc notamment les plastifiants pour la plupart de l'emballage, et vérifier qu'ils sont à l'état de trace uniquement, voilà, qu'il n'y a pas d'intentionnalité de leur présence dedans, et de justifier que les teneurs mesurées ou constatées sont acceptables d'un point de vue de la sécurité du produit. Alors, une fois qu'on a parlé de migration de substances, pardon, je me replace, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en évidence? Nous, on a identifié, il y a trois postures ou trois tendances vis-à-vis de l'évaluation des migrations de substances indésirables en cosmétique. Les extractibles, l'alimentarité et ce qu'on peut appeler l'approche ciblée. Qu'est-ce qu'on entend par extractible? Donc, le principe des extractibles, c'est effectivement de mettre l'emballage, le plastique, en contact avec un solvant, en général que l'on chauffe, on met sous pression également, et d'aller retirer, extraire tout ce que le plastique potentiellement peut libérer de substances chimiques possibles et imaginables, voire inimaginables. Et après, l'idée, c'est une fois qu'on a identifié tout ça, mesuré tout ça, on va aller les rechercher dans les formules cosmétiques ou dans des simulants pour vérifier si on retrouve finalement ces mêmes substances. Cette approche-là, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que ça permet d'être très exhaustif, de ne pas avoir d'a priori. On va tout regarder, on va tout mesurer et on voit bien ce qu'il en sort. C'est-à-dire qu'on n'a pas de présupposés et ça permet de tout voir. L'avantage aussi, alors là c'est un petit peu plus spécifique, c'est que ce type d'extractibles vont vraiment caractériser un matériau d'emballage. Et l'avantage des matériaux d'emballage, vous serez d'accord, c'est de dire qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que sorti du polyéthylène et du PET, du polyéthylène terephthalate, finalement, on n'a pas énormément de matériaux. Forcément, il y a plein de choses, mais ça reste en nombre assez limité. Donc, a priori, si on fait l'étude sur un nombre limité de packs, c'est assez intéressant. Le problème majeur, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il va falloir surtout aller rechercher dans les produits cosmétiques. Donc, vous aurez fait l'étude sur des peu de packs, mais finalement, il faudra faire la deuxième étape sur énormément de formules. Et c'est là où le bas blesse parce qu'en général, on ne passe jamais à la deuxième étape. C'est extrêmement compliqué d'aller chercher des choses qu'on a identifiées de ce type-là. Voilà, si on n'a pas de méthode décrite disponible sous la main. Et donc, d'aller rechercher dans les formules ce qui a été identifié à la première étape, c'est extrêmement compliqué. Ça prend un temps fou. Ça peut coûter très cher. Et surtout, je trouve que cette approche-là, elle va un peu surreprésenter certaines molécules, tout simplement parce que c'est beaucoup trop agressif. On va libérer beaucoup de choses qui, en réalité, dans le cadre des interactions en cosmétique, ne surviendront jamais. Et donc, le problème, c'est qu'on va porter énormément d'attention et d'argent sur quelque chose qui potentiellement n'arrivera jamais. Et donc, c'est un peu le problème de cette approche-là, c'est qu'elle peut un peu décourager les gens. Et surtout, on va générer des données qui sont finalement pas exploitables tout de suite. C'est-à-dire que l'évaluateur de sécurité qui a besoin de ces éléments-là, et finalement, il sait. Alors oui, il y a des choses qui peuvent sortir du pack, il est content, mais on n'est pas capable de lui dire si on le retrouve ou pas dans la formule cosmétique parce qu'on n'a pas forcément les méthodes analytiques pour aller les chercher. Donc, c'est intéressant, c'est prospectif. Je pense que c'est vraiment à mettre en œuvre très en amont. J'allais dire c'est presque des choses universitaires
à chercher et à voir, mais c'est surtout le risque, c'est vraiment de se faire peur pour pas grand-chose et d'être sur quelque chose qui va être inexploitable. Donc la deuxième approche consiste à dire, bah voilà, j'ai un emballage, j'ai un certificat d'alimentarité sur cet emballage, et donc j'ai pas de problème. Bah, ça se tient. Ça se tient. Le principe d'alimentarité est basé donc sur une liste positive de matériaux et de substances. Donc c'est un peu confondu dans ce règlement-là, dans lequel on peut piocher. Et on ne peut utiliser que ces matériaux-là. Et cette liste, elle a été établie et elle peut être amendée et établie sur la base de tests qui ont été effectués qui justifient de l'absence notamment de migration depuis ces emballages vers les aliments. Donc ce système, il a beaucoup d'avantages et certains inconvénients malgré tout, assez délétères. L'avantage, c'est que le système, il est bien décrit. Voilà, il y a un règlement, il y a un mode d'emploi, il y a une procédure qui dit comment faire pour justifier de l'alimentarité d'un emballage. Ces études qui sont relativement longues et assez coûteuses, c'est bien pour vous, mais elles ont été menées par les fournisseurs de packs. Donc même s'ils reportent au coût des études sur le prix de vos packs, ce n'est pas à vous directement de payer ces études-là. Et ça a l'avantage aussi de responsabiliser énormément les fournisseurs de packs dans la notion de sécurité du produit cosmétique. Et clairement, cette démarche-là aussi, c'est celle qui est suivie par Cosmetic Europe dans la task force sur le sujet, c'est d'adapter ce principe-là, c'est-à-dire avoir une façon de communiquer spécifique entre fournisseurs de packs et clients, et puis d'avoir cette démarche d'évaluation de liste positive dans le temps. Les problèmes majeurs que ça représente, les études, elles sont portées, ce que je disais, essentiellement par les fournisseurs de packs. Donc, même s'il y a beaucoup de volonté, on n'a pas forcément accès à toutes les données. Et surtout, ces études, elles sont basées, donc il y a une partie théorique, mais il y a aussi toute une partie expérimentale. La partie expérimentale est basée sur des tests de migration avec des simulants, qui sont des simulants alimentaires. Et c'est là le gros problème, c'est que les simulants alimentaires sont très loin de ce que sont les cosmétiques. Les simulants alimentaires, c'est de l'eau avec 3% d'acide acétique, donc on va dire un vinaigre extrêmement dilué. Je pense que la plupart des produits de peeling sont beaucoup, beaucoup plus acides que ça. Ça peut être de l'alcool dilué, donc à 10, 20 ou grand maximum 50%. N'importe quel parfum contient plus de 70%, près de 70% d'alcool et beaucoup plus solvant, un effet solvant beaucoup plus fort que la moindre des vodkas. Donc, c'est assez peu représentatif. Et la dernière matrice, c'est ce qu'on appelle l'huile. C'est de l'huile végétale. Donc, c'est un produit gras. En cosmétique, on a beaucoup de produits gras aussi, mais qui peuvent être de nature très différente, avec des choses beaucoup plus, pareil, avec un pouvoir lipophile beaucoup plus important, notamment si on va sur des huiles minérales, on est sur des choses beaucoup plus puissantes. Et on utilise aussi, notamment dans le maquillage, des solvants qui sont beaucoup plus forts. Je pense à l'acétate d'éthyle, l'isopropanol, l'isododécane. Voilà, il y a beaucoup de solvants de ce type-là qui peuvent être très puissants et assez forts sur les plastiques et qui ne sont pas du tout pris en compte dans ces types de simulants-là. Et le dernier point, c'est que les conditions dans lesquelles on envisage le stockage des plastiques alimentaires est assez loin finalement de ce qu'on peut avoir en cosmétique. Alors, il y a des questions de température entre un frigo et un four, un micro-ondes. Voilà. En cosmétique, on a assez peu de formules que l'on va stocker au froid. Et il y a peu de formules qu'on met au micro-ondes. Donc, voilà, alors sorti de la température ambiante et éventuellement du 40 degrés, on n'a pas de température extrême. Par contre, on a des durées de contact qui sont beaucoup plus longues.
en alimentaire, le maximum qui est envisagé, c'est près de 30 jours, supérieur à 30 jours. Voilà, la moindre cosmétique, on a des DDM de 30 mois. Donc, c'est quand même radicalement différent. Donc, je trouve que cette démarche d'alimentarité, globalement, elle est hyper intéressante. Elle est très prometteuse parce qu'elle a un côté de procédure, protocole qui est indispensable et vers lequel il va falloir que l'on aille. Et qui vraiment fait l'objet de la task force européenne à ce niveau-là. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite qu'on ait des résultats comment dire, exploitables, expérimentaux tout de suite. Il va falloir attendre encore quelques années. Donc, la dernière approche, c'est ce qu'on appelle l'approche ciblée. Donc là, l'idée, c'est de dire, je définis précisément des molécules indésirables que je vais aller doser dans les formules à l'issue des vieillissements et les mesurer, les quantifier et porter ces informations auprès d'un évaluateur qui, lui, se chargera d'évaluer le risque associé et justifier le cas échéant de la maîtrise du risque associé. Cette démarche-là, elle a, pareil, des avantages et des inconvénients, comme tout. L'avantage principal, c'est que là, on est sur des informations qui sont directement exploitables. Ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Vous avez le résultat tout de suite. Il suffit de le porter à une personne en mesure d'évaluer le risque associé et vous avez quelque chose qui est tout de suite insérable dans le dossier. Le coût de ces études est relativement fini, par opposition peut-être avec ce que je disais tout à l'heure sur les extractibles, où les coûts peuvent être, ils peuvent filer un petit peu. On sait quand on démarre, on ne sait jamais trop comment ça va finir. Là, c'est tout simple. On a des listes. Soit on rentre pour chaque liste, on a un coût associé et on va pas multiplier. Si on multiplie les listes, on va multiplier les coûts, mais on sait ce vers quoi on va. La durée de mise en œuvre peut être assez courte finalement. C'est une fois qu'on a l'échantillon sous la main, ou les échantillons sous la main, c'est l'histoire de quelques jours pour obtenir les résultats. Et l'avantage aussi, c'est que c'est assez facilement optimisable, compatible avec des études de compatibilité, justement, des études de stabilité. Où on va récupérer les échantillons à la fin dans les étuves, et puis c'est parti, on peut faire l'étude. Le problème majeur, c'est effectivement, on ne voit ou on ne trouve que ce que l'on cherche, c'est-à-dire que la liste, elle n'est pas infinie. Et donc, on a toujours le risque de passer à côté de certaines choses. L'idée étant que, au moins, on va aller chercher ceux qu'on sait comme étant dangereux, qui sont listés comme tels, et au moins sur ces paramètres-là, d'être capable d'avoir des réponses. Sur les autres, malheureusement, on n'a pas la réponse tout de suite. Et le coût, l'avantage est fini, mais il peut être aussi important. C'est-à-dire que plus on multiplie les listes des substances qu'on va rechercher, plus on va se retrouver face à des coûts d'analyse qui peuvent être assez importants. Donc, l'avantage essentiel, c'est au moins d'amener à moyenne et courte échéance des réponses, notamment dans les dossiers d'information produits, et de ne pas rester sans voix des fois face à des attaques malheureusement on a pu voir, notamment vis-à-vis des associations de consommateurs ou la répression des fraudes, où il faut apporter des réponses sur ces substances-là. Alors, à notre niveau, qu'est-ce que nous, labo, on conseille de faire et qu'est-ce qui nous paraît raisonnable de faire? Eh bien, parmi les 4 familles de molécules qui potentiellement peuvent migrer, on peut aller rechercher spécifiquement différents monomères, notamment des résidus de polymères, donc des monomères. Il faut savoir que techniquement, ce n'est pas toujours facile. Typiquement, le motif initial du polyéthylène haute densité, c'est un gaz et on ne sait
on sait pas le doser. C'est extrêmement compliqué et dans les, comment dire, dans les formulations, c'est techniquement très, très dur. Cependant, on peut quand même rechercher des sous-produits de dégradation qui peuvent être intéressants et pour lesquels on a des méthodes. Concernant les agents de réticulation, alors eux, ils ont des propriétés un petit peu différentes, mais pareil, ça, on sait faire, que ce soit formaldéhyde, acétaldéhyde, dioxane, on sait doser ces substances-là et ce n'est pas si compliqué que ça. Là, il faut avoir un petit peu, au moins pour les aldéhydes, avoir en tête que par contre, le comportement va être très différent. C'est-à-dire que là, on va être sur des choses beaucoup plus hydrosolubles que les autres qui sont plutôt liposolubles. C'était un petit aparté. Concernant les agents de charge, est-ce qu'on va mesurer les agents de charge dans les formules au cours du temps, sortis des vieillissements? On peut le faire, mais l'agent de charge en soi, ça ne présente pas forcément grand intérêt, tout simplement parce que les agents de charge qui sont autorisés et présents dans les packs, ce sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans beaucoup de produits de maquillage, les oxydes de zinc, les dioxydes de titane, les silicates d'aluminium, les argiles, ces choses-là, on peut les retrouver par ailleurs. Donc, les doser en tant que substances qui migrent depuis le pack vers la formule, ça ne présente pas d'intérêt. Par contre, de considérer ces agents de charge comme des vecteurs d'impuretés qui pourraient être présents, et notamment des métaux lourds. Et donc, dans ce cas-là, on peut essayer de mesurer la présence, la migration, si vous voulez, de métaux lourds dangereux depuis le pack vers la formule. Et enfin, la dernière famille, c'est les plastifiants. Donc là, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tous doser. L'idée, c'est d'aller chercher les phtalates, les plastifiants que l'on connaît, que l'on sait doser, qui présentent pour certains un risque avéré. Et là, on peut établir des listes de substances à aller chercher. Alors, qu'est-ce que nous... finalement, est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre sur tout? Eh bien, non. On ne peut pas mettre sur tout. Donc, il va falloir sélectionner les molécules les formules, les couples pack formules que l'on souhaite doser. Et donc, là, il va falloir établir des critères qui vont vous permettre de choisir, sachant que la probabilité de migration, on va dire ça comme ça, elle est plus forte sur les formules les plus agressives, donc en termes de pH, en termes d'effets solubilisants, ce que je parlais tout à l'heure, donc toutes celles qui vont contenir de l'alcool, de l'isopropanol, de l'isodécane, des silicones, des paraffines, tout ça, je ne sais pas, je veux dire l'acétone, n'importe quoi, tout cela vont être d'intérêt majeur parce que potentiellement les plus forts pour détériorer leur emballage. On va également favoriser les formules dites grasses, tout simplement parce que, en ce qui concerne les plastifiants notamment, on est sur des molécules extrêmement liposolubles. C'est souvent d'ailleurs ce qui en fait leur danger, ces molécules-là, et notamment quand on parlait de polluants organiques persistants et de perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des molécules qui vont se concentrer dans le corps humain et notamment dans les graisses du corps humain. Donc ce sont des molécules extrêmement lipophiles. Et c'est ce qui peut se passer également finalement dans la formule cosmétique, c'est-à-dire qu'elles vont passer dans la formule parce que grasses, parce que solubilisantes pour les plastifiants, et après passer sur le corps humain par la suite, dans le corps humain par la suite. On va favoriser également les petits contenants, tout simplement parce que le rapport de masse de molécules migrantes provenant du plaque, donc de masse de plastique, si vous voulez, rapporté à la masse de formule, est plus favorable aux petits emballages que les grands. Voilà. Alors, on me dit que je suis déjà à 40 minutes, j'essaie de faire vite. On va favoriser aussi les produits cosmétiques qui sont les plus critiques pour votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire ceux sur lesquels vous ne pouvez pas vous planter. Les MVP, il faut les préserver, il faut les sécuriser avec des analyses de ce type-là.
On va favoriser aussi ceux, un peu dans le même esprit, ceux qui ont une image très importante sur lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir migration de substances indésirables. Donc des produits bébés, des produits femmes enceintes, c'est clairement ceux qu'il faut, pareil, verrouiller en termes de sécurité à ce niveau-là. On peut également favoriser les produits sur les zones d'application qui présentent des risques de passage transcutané les plus élevés. Donc les lèvres, les yeux, les contours des yeux, pardon, parce que sur les yeux même, on évite, et les ongles. En plus, souvent, ce sont des produits de maquillage qui restent longtemps sur la peau, qui ne sont pas rincés tout de suite, et sur lesquels la probabilité de passage transcutané est plus importante. Et enfin, on va aussi favoriser les emballages multicomposants. Donc là, ce sont tout simplement parce que souvent, on a donc beaucoup de matériaux différents qui ont des propriétés différentes et qui peuvent chacun, à leur niveau, ramener des substances indésirables. Et donc, l'idée, ça va être d'encercler votre gamme sur chacun de ces axes, un petit peu pH, solvant, gras, à l'inverse, très aqueux, produits forte valeur ajoutée, d'essayer de couvrir un petit peu tout votre gamme et de dire, voilà, si je vérifie que sur chacun de ces axes-là, il ne se passe pas de migration de substances indésirables significative, eh ben, je peux supposer que tous mes formules, tous mes couples pack formules qui se situent à l'intérieur de ce périmètre-là, par définition, seront eux aussi exempts de migration de substances indésirables. Voilà. Autre aspect intéressant et qui nous paraît intéressant de mettre en œuvre par rapport à cette approche ciblée, c'est que les couples pack formules, ils sont à disposition, ils ne sont pas loin. Tout simplement, dans la plupart de vos laboratoires R&D, vous avez des études de stabilité-compatibilité qui sont en cours, où on fait vieillir en parallèle la formule dans du vrac vert et la formule dans son pack définitif. Et ça, il suffit à l'issue d'études de STAB Compat, qui durent généralement 3 mois ou 1 mois 50, bon, bref, il y a différentes conditions. Il suffit de récupérer un prélèvement de chacun des deux et on peut avoir le résultat de comparaison sur la présence de plastifiants ou de substances indésirables entre les deux en quelques jours seulement. Et là, on peut savoir. On a des éléments à démontrer pour dire qu'il y a absence de migration de substances indésirables. Et l'autre point essentiel, donc là, c'est un peu l'appel du 18 juin, ça tombe bien, c'est de dire fouiller dans vos échantillotèques. Vous disposez tous d'échantillotèques avec des formules dans des packs historiques qui sont là depuis plusieurs mois, voire années, et qui présentent un intérêt en termes de migration qui est très important, sachant que ce sont ces produits-là qui sont déjà en magasin, qui sont déjà stockés dans des conditions plus ou moins critiquables et qui vont avoir tendance à accentuer ces phénomènes de migration. Et surtout, ce sont les échantillons que les associations de consommateurs ou la répression des fraudes ou la NSM vont aller chercher. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont derrière les vitrines dans les magasins. Et donc, ceux-là, il faut les tester, il faut pouvoir répondre de façon positive à la question de migration de substances indésirables dans ces produits-là. Donc, l'idée, c'est où chercher et quand chercher, sous vos yeux. Ils sont là, tout est là. Je voulais juste finir la présentation avec un petit retour sur, en gros, ce qu'on a pu observer sur les 5 dernières années. Donc, même si, comme disait Charles tout à l'heure, le règlement a 10 ans, la démarche d'intégration des migrations et la démarche d'interaction en contenu, elle est assez récente. Et notamment sur les 5 dernières années, on a pu mettre en œuvre pas mal de fois ce type de protocole et on a quand même un petit retour là-dessus. Globalement,
vis-à-vis des 4 familles de composants des plastiques qui auraient pu migrer, en ce qui concerne les monomères ou les résidus de polymères, on retrouve très peu de choses. On n'en a pratiquement jamais observé. Et c'est plutôt normal, tout simplement parce que, ce que je disais, on peut envisager la production de résidus de monomères suite à des migrations, uniquement si j'ai vraiment une détérioration forte du matériau. Et ça, en général, une détérioration forte du matériau, ça se voit. Et ça veut dire que la formule, le couple pack-formule, il n'est pas validé et il ne rejoint jamais le marché. Donc, il ne va pas plus loin que l'étude de Stab et ses retours à la case départ. En ce qui concerne les agents de réticulation, et notamment le formaldéhyde et l'acétaldéhyde, là, on a pas mal de cas où on a vu des choses dans des formulations relativement diverses, mais on retrouve ces éléments-là. Le point qui est intéressant, c'est que les concentrations mesurées restent assez faibles et ce sont des concentrations sur lesquelles un évaluateur de la sécurité peut se prononcer positivement sans trop de soucis. Plus récemment, on a des questions et des interrogations vraiment liées notamment effectivement à l'utilisation du RPET, donc au plastique recyclé, où on a été pas mal interrogé sur cette question-là. Au niveau des agents de charge, et donc ce que je disais, des métaux lourds véhiculés potentiellement par les agents de charge, eh bien, c'est quasiment nul. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, on a dû avoir 2 cas avec une migration de plomb et d'oxyde de zinc. Donc voilà, sachant que l'oxyde de zinc ne présente pas forcément de risque particulier pour la santé. On a eu juste un cas de plomb. C'est vraiment quelque chose de très spécifique sur un emballage de conception assez ancienne qui utilisait de l'oxyde de plomb comme pigment blanc, chose qui ne se fait plus du tout depuis pas loin de 10 ans. Donc c'est vraiment très isolé. Et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le matériau étant assez peu détérioré, il ne va pas libérer énormément d'agents de charge dans les formules. Pour ce qui est des plastifiants, là, c'est un petit peu différent. Tout simplement parce que ce que je vous disais, les propriétés qui font la migration des plastifiants, ce n'est pas la détérioration du matériau, c'est simplement l'affinité avec les formules. Et donc, sur les dernières années, on a pu faire pas mal de mesures. Alors, toutes ces données-là, elles sont présentes dans la news sur notre site internet. Vous pouvez, j'ai mis le lien en bas, mais voilà, vous pouvez retrouver ces infos-là. Mais l'idée, c'est de dire que sur près de 5000 paramètres mesurés sur la liste des 41 ou 42 plastifiants que l'on mesure, désolé, j'ai dû faire une faute de frappe, on a près de 98% d'absence, c'est-à-dire 98% de dosage de plastifiants en dessous de la limite de quantification. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire que des migrations, on en voit très peu. Et parmi les quelques paramètres que l'on peut voir, il y a des choses qui sont assez rassurantes. C'est que parmi les plastifiants qui sont vus, ce sont des plastifiants autorisés. Ce n'est pas des substances interdites, ce sont des plastifiants autorisés. Et donc qui, a priori, et sauf avis contraire du SCCS depuis, ne présentent pas de risque pour la santé. Donc on est capable de justifier éventuellement de certaines migrations, mais que ces migrations ne présentent pas de risque pour la santé. On observe aussi, dans une moindre mesure, mais des migrations de substances plastifiantes qui sont, alors, elles aussi autorisées, je vous rassure, mais qui sont intéressantes parce qu'elles représentent des molécules qui ont été massivement utilisées pour substituer les plastifiants historiques, ce qu'étaient les phtalates et les alkylphénols. Et on les voit, donc ça veut dire que la démarche entreprise par les fabricants de packs il y a déjà quelques années de substitution des molécules très controversées, elle a porté un peu ses fruits, puisqu'on retrouve finalement les substituants.
Je l'ai mis en orange malgré tout parce que, et notamment le DEHA, parce que ces derniers temps, ces molécules-là, il y a un risque à moyenne échéance que leur statut et leur innocuité soient remises en question. Et donc, voilà, il faut quand même les garder sous l'œil ou sous le coude pour être sûr de pouvoir, le cas échéant, réagir. Et enfin, de façon très sporadique, on a observé des présences de substances indésirables, notamment diéthylhexylphtalate, bisphénol F, mais de façon très, très, très sporadique. Voilà, c'était à peu près tout ce que je souhaitais montrer sur les migrations. Mais qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? C'est que c'est possible d'obtenir des informations sur la migration des substances indésirables. On peut le faire. On a capacité d'évaluer la présence de ces substances, le risque associé, et on est capable par là même de démontrer qu'on maîtrise ce risque-là. Ce que je disais juste avant, globalement, ce qu'on retient, c'est que c'est très rassurant. On n'en doutait pas. On sait bien que les packs sont sérieux, ils sont sûrs, mais on a des éléments de preuve maintenant pour le dire. Voilà, on ne se fie pas uniquement à la très bonne relation qu'on peut avoir par ailleurs avec les fabricants de packs. Et il faut garder à l'esprit peut-être ce que je disais, la stratégie d'encerclement, à savoir entourer la gamme pour voir tous les worst case possibles afin d'avoir des éléments de réponse, notamment vis-à-vis des polémiques qui pourraient être générées. Voilà, il vaut mieux avoir quelque chose à donner et à répondre plutôt que de laisser le champ libre, on va dire, sans réponse à la polémique. Et enfin, cette notion-là, elle devient critique à l'aube d'une ère nouvelle qui est qu'on est tous concernés par l'utilisation des matériaux recyclés et des plastiques recyclés. Il est hors de question de continuer de faire comme on fait actuellement. Il faut que l'on passe sur des emballages recyclés et il faut qu'on ait des informations sur la migration de substances indésirables. On a certaines sociétés qui ont déjà mis en œuvre ça, qui ont déjà caractérisé les migrations sur les packs, on va dire, non recyclés. On a les infos. Maintenant, il faut pouvoir remettre en question ces infos-là sur de nouveaux matériaux, sur de nouveaux, sur des choses recyclées. Il faut pouvoir refaire la démarche en comparaison pour qualifier ces matériaux et pouvoir sereinement les mettre sur le marché. Donc voilà, merci à tous. On va continuer. Désolé, j'ai débordé pas mal. Je suis à près de 50 minutes. On reste en ligne. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis, je redonne la parole à Charles qui a dû noter tout ça. Merci Gaël, merci pour cette présentation. Effectivement, un peu plus longue que prévu, mais le sujet est assez dense. On a répertorié effectivement plusieurs questions, notamment des commentaires ou des interrogations sur les packs recyclés. Tu as terminé par cela, donc on va poursuivre un peu plus en détail. Les interrogations sur les packs recyclés, c'est deux choses. Est-ce que le caractère recyclé justifie d'un suivi de paramètres spécifiques par rapport aux études de migration, par rapport à des packagings autres? Et le deuxième volet, c'est aussi les interrogations autour de l'hétérogénéité des lots de packs recyclés. Est-ce que là aussi, ça justifie d'un monitoring ou d'une stratégie différente? Alors, est-ce que les paramètres à suivre pour les plastiques recyclés sont différents des paramètres suivis actuellement, on va dire, sur les plastiques classiques? Eh bien, je dirais non, enfin, tout simplement parce que ce qui était déjà interdit l'est toujours. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les impuretés
qui ont été identifiées comme dangereuses et de vérifier justement que les différents process qui ont pu être suivis, que le plastique a suivi, ne vont pas libérer ces substances interdites. Parmi les choses, ce que je disais qu'on a l'habitude de suivre, quand je parlais de l'acétaldéhyde, clairement, il y a déjà pas mal d'années des publications sur les sous-produits de dégradation du PET. C'est clairement identifié comme étant dedans, marqué. Donc, ce qu'on cherchait dans le PET, il n'y a pas de raison de ne pas le chercher dans le RPET. Et c'est simplement que on va dire, la probabilité de survenue de ces substances-là est peut-être un peu plus forte dans le RPET que dans le PET. Je ne sais pas si ma réponse te paraît correspondre à la question ou pas. Si. Donc, en somme, pas de différence quant aux paramètres suivis. Par contre, la survenue de problématiques ou les points de vigilance peuvent être peut-être plus fréquents que sur des packagings non recyclés. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Alors après, peut-être que dans 3 ans, on dira non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, on est sur les débuts. Mais a priori, c'est la démarche qui était envisagée. Et il y avait une deuxième partie à la question qui était… D'hétérogénéité entre les lots, puisqu'il y a le caractère recyclé qui fait qu'il n'y a pas forcément la même homogénéité des matériaux. Alors là, j'ai pas trop de réponses à part tester chaque lot. Malheureusement, c'est peut-être… je vois pas trop. Ou alors, il faudrait essayer de… Je sais pas comment on peut caractériser un RPET, c'est-à-dire est-ce qu'il a, je vais dire une bêtise, 50, 90 ou 95% de part de recyclé et 5 ou 10 ou 50% de non recyclé. Et peut-être de se dire, voilà, on va aller sur les lots qui utilisent la plus grande proportion, mais je pense que d'un lot à l'autre, ces proportions sont à peu près similaires. Là, j'ai pas trop de réponses, j'ai pas assez de recul pour évaluer ce qui pourrait varier d'un lot à l'autre. Ok. Mais peut-être que les fournisseurs de packs auraient capacité à nous dire, voilà, sur ce lot-là, il y a, je sais pas, non, je pense qu'ils qualifient, ils ont tout un système qualité qui permet de justifier des propriétés du RPET indépendamment des lots. Ok. Donc, voilà. Très bien. On a une personne en ligne qui est Clarisse Bavou qui souhaitait prendre la parole peut-être pour apporter des éclairages ou des commentaires supplémentaires. On est en train de lui donner Bonjour tout le monde. la parole. Bonjour Charles, bonjour Bonjour Gaël. Donc Clarisse. déjà, toutes mes félicitations pour cette présentation vraiment très intéressante. Votre approche m'intéresse beaucoup. C'est vrai qu'on a tous énormément de questions, donc les fabricants de produits et puis moi comme évaluateur de la sécurité. Alors, une petite remarque que j'avais concernant l'alimentarité. C'est vrai que quand on a des données sur l'alimentarité, bien sûr, c'est plutôt très rassurant. Vous disiez, Gaël, que ce serait aux fabricants du pack de payer les études. Bien sûr, c'est une question qui nous intéresse tous, ça. Dans la pratique que j'ai, moi, je me permets de la partager, c'est vrai que le fournisseur du pack va assez facilement s'engager sur la conformité du matériau au règlement food contact pour la composition, c'est-à-dire qu'il s'engage bien sûr à respecter la liste positive, mais très souvent, il ne fait pas les tests de migration. Donc dans la fiche qui est fournie, en général, il coche résultat de migration non disponible. Et donc, il faut faire attention à ça. On peut avoir un matériau qui est conforme pour l'alimentarité en composition, mais la preuve n'a pas été faite qu'il n'y a pas que la migration est à un niveau acceptable dans le produit cosmétique. Donc, ces études restent à faire. On peut être OK alimentarité, mais pas complètement, la preuve n'étant pas complète. Donc, ce type d'études reste à faire,
bien sûr, savoir qui va payer les coûts, c'est toujours une bonne question. Et bien sûr, les simulants sont très importants. Et là, vous pouvez être de très bons conseils pour choisir les bons simulants si nécessaire. Ensuite, les autres approches, moi, j'y adhère vraiment à 100%. C'est vraiment très, très intéressant de se dire, de se poser la question de ce qu'on va aller chercher en premier lieu, de choisir les couples, de choisir des paramètres qui sont plutôt à risque. Je me permettrai d'associer ça à un autre conseil. Bien sûr, c'est en connaissant bien le matériau et peut-être par une bonne interrogation du fabricant du pack sur les additifs potentiels, sur les impuretés potentielles, qu'on arrive aussi à orienter la recherche de certaines substances. Voilà. Très bien. Merci Clarisse pour cet avis, ces éclairages. Et en lien avec l'association aussi du fournisseur des packaging, il y a une question qui a été posée cet instant qui est effectivement à prendre en compte, c'est que est-ce que pour vous, différents packs, en PEHD par exemple, sur des fournisseurs qui seraient différents, est-ce qu'il faut intégrer, est-ce qu'il faut considérer les notions de migration comme potentiellement différentes ou est-ce qu'on peut avoir une équivalence? Gaël. Ok. Bonne question. Je dirais, malheureusement, non, on ne peut pas comment dire, qualifier les deux fournisseurs indépendamment l'un de l'autre. Voilà, sans revenir, faire sur l'un et pas faire sur l'autre. Tout simplement, par rapport à ce que disait Madame Bavou juste avant aussi, c'est que les substances indésirables potentiellement qui peuvent migrer potentiellement dans la formule, ce sont des impuretés, elles sont non intentionnelles la plupart du temps. Et comment dire, le fournisseur de pack lui-même, il est conscient, il pense ne pas les utiliser et il ne les utilise pas. Par contre, indépendamment de sa volonté, il peut y avoir des contaminations, il peut y avoir des présences résiduelles. L'aspect ubiquitaire, par exemple, du DEHP, il est clairement démontré. C'est-à-dire qu'une usine qui a utilisé du diéthylhexylphtalate à un moment donné, il va lui falloir très, très, très longtemps pour que les contaminations à l'état de trace de DEHP soient non décelables. Donc, c'est un peu cet esprit-là aussi, c'est-à-dire que même si la nature du matériau est équivalente, la composition n'est jamais strictement équivalente entre les différents fournisseurs. Et malheureusement, les impuretés de ou les substances indésirables qui sont dans leur pack sont différentes. Et donc, ce qui sera vrai pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Et je pense que c'est assez délicat de s'en remettre à un seul test sur un seul fournisseur de ce type-là. Donc, il est important, au-delà du couple formule pack, d'avoir également une association du fournisseur du pack. Oui. Charles, je veux bien donner un petit exemple en plus qui va dans ce sens-là. Pour un autre type de matériau, pour le pomme. Clarisse, est-ce que vous pouvez pousser votre voix un petit peu plus? Oui, bien sûr. Oui, c'est bon là. Vous m'entendez mieux? Super. Oui, je voulais donner un autre exemple, l'exemple du pomme, par exemple. Donc, le pomme qu'on trouve beaucoup dans les tubes de rouge à lèvres, par exemple, est toujours accompagné par nature de traces de formaldéhyde. Donc, le formaldéhyde est une impureté, c'est quelque chose qui n'est pas recherché, mais c'est une impureté là qui est attendue. On sait que du moment qu'il y a du pomme, on aura du formaldéhyde. Mais en fonction des fournisseurs, le pomme utilisé va être utilisé avec différentes qualités et donc avec des teneurs résiduelles en formaldéhyde plus ou moins importantes. Donc les teneurs qui vont migrer vont également être plus ou moins importantes et cette information, elle peut être retrouvée dans la documentation fournisseur. On peut savoir qu'il y a plus ou moins de traces attendues.
Et bien sûr, la migration peut être bien sûr intéressante à valider par la suite. Mais il y a toujours cette grande difficulté entre les impuretés connues, car attendues, liées à un matériau connu, et puis les impuretés inconnues, parce que le fabricant lui-même, tout à fait, va facilement s'engager en disant « moi, je n'utilise pas d'additif CMR, d'additif de l'annexe 2 », mais concernant les impuretés, la plupart du temps, il va facilement s'engager sur le fait qu'il ne connaît pas d'impureté CMR ou de l'annexe 2 interdite, mais il est assez difficile pour lui d'être exhaustif et de s'engager sur le fait qu'il n'y en a absolument pas. Voilà, on est souvent un peu frustré de voir qu'il ne peut pas bien répondre à cette question-là, mais il est très difficile d'avoir une réponse exhaustive sur des choses qui sont inconnues. Oui. Je me permets, justement, je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'alimentarité et sur la liste positive. Je n'en ai pas forcément parlé à ce moment-là, mais il faut avoir en tête que la liste positive du règlement Food Contact contient un certain nombre de substances qui sont autorisées comme constituant des plastiques, qui par ailleurs sont interdites dans l'annexe 2 des cosmétiques. Et donc, ce n'est pas parce qu'un produit est alimentaire, un plastique est alimentaire et a son certificat d'alimentarité, qu'il ne contient pas, ce que vous disiez, de substances interdites par ailleurs en cosmétique. Donc, c'est pour ça que cette approche-là et se retrancher derrière, ça peut être un petit peu limite. Oui, c'est tout à fait, on est d'accord, c'est intéressant, il vaut mieux ça que rien du tout. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un bon début, mais il faut l'entourer d'autres vérifications et voire d'évaluations plus poussées. Et pour terminer sur ce sujet des fournisseurs de packs, un fournisseur qui informerait changer de matière première pour la fabrication de ces packs, est-ce que ça viendrait à remettre en question les éléments de migration préalablement obtenus? La dernière question qui a été posée. Oui. On est d'accord. Oui, parce que pour la même raison, si on change le pack, sa formule, d'une manière ou d'une autre, on change ses propriétés et donc aussi ses capacités à retenir ou libérer les impuretés qu'il contient et qui sont, en plus, il se trouve que ce ne sont pas forcément les mêmes impuretés. Mais voilà, ces propriétés de rétention, de libération des substances indésirables vont changer. Et donc, ils doivent être réévalués. Très bien. On en revient aux paramètres, à la stratégie ciblée, du coup, qui est la recommandation technique que tu as développée. La question, c'est comment a été établie la liste des cibles qui sont visées? Est-ce que ça a un caractère exhaustif? En tout cas, comment légitimer ce listing? Alors, par définition, ce n'est pas exhaustif. Tout simplement parce que c'est une liste finie, donc elle n'est pas infinie. Elle a été établie, cette liste, sur la base de publications scientifiques sur notamment les POP, les polluants organiques persistants qu'on peut trouver par ailleurs. C'est aussi dans l'annexe 2 cosmétique, on a recherché les molécules donc interdites dont la fonction chimique déclarée était celle de plastifiant. Donc voilà, de la même manière, on a cherché parmi les substances CMR connues, celles qui sont déclarées, qui ont été utilisées pendant plusieurs années comme étant utilisées comme plastifiants. Et puis on est aussi allé chercher sur le COSIG, donc sur la base de données européenne des ingrédients cosmétiques, ceux qui sont déclarés comme étant plastifiants. C'est pour ça qu'on retrouve notamment certains citrates ou addipates qui sont des ingrédients autorisés en tant que plastifiants.
Donc, il n'y a pas que des plastifiants interdits dans ce qu'on recherche, mais il y a une majorité de plastifiants interdits. Voilà à peu près comme on a fait. On a cherché aussi un petit peu voir ce qui se faisait ailleurs, et notamment quand je parlais des adipates, en fonction des continents, on n'a pas du tout la même approche, où on ne voit pas les adipates de la même façon. Et notamment en Amérique du Nord, le DEHA, donc le diéthylhexyl adipate, au Canada est clairement pointé du doigt, alors qu'en Europe, il est clairement autorisé. Et c'est le substituant majeur du DEHP, donc du diéthylhexyl phtalate, pardon, qui lui est interdit. Donc, nous, ça nous paraît intéressant de rechercher ce type de substance-là, parce que, ce que je disais, elles ne sont pas forcément interdites en Europe. Par contre, leur statut risque de changer à moyen ou longue échéance, et donc d'avoir déjà des informations là-dessus. Okay. Mais on ne sera pas, malheureusement, on n'est pas exhaustif. Il y aura toujours des choses qu'on ne dose pas pour l'instant, soit parce que techniquement, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Et voilà, on y a travaillé et on y travaille encore, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis ce listing, c'est aussi le fruit sans doute de demandes clients ciblées qui correspondent en fait à des attentes de leur évaluateur de la sécurité, ou peut-être également des attentes réglementaires, tout simplement, sur certains pays. Oui. On a essayé de combiner un petit peu plein de sources d'informations différentes, dont effectivement des attentes clients spécifiques, avec un certain nombre de plastifiants qui font partie de blacklist ou de choses de ce genre-là. Ok. Dernière question, des réflexions sur les plastiques d'origine végétale. Est-ce qu'on a une expérience ou un éclairage qui viendrait indiquer qu'ils ont une capacité de dégradation plus importante que d'autres plastiques? Est-ce qu'il y a des points de vigilance là aussi spécifiques par rapport à ces matériaux qu'on connaît encore assez peu en cosmétique? Pour l'instant, c'est exactement ça. On a très peu de sollicitations à ce sujet-là, sachant que a priori, les matériaux d'origine, les plastiques d'origine végétale, utilisent quand même très peu de substances controversées. On a une longue coupure en fait sur ta réponse, donc je suis pas sûr que quelqu'un ait saisi la nature de la réponse. Donc il y a peu d'expérience encore sur les packaging d'origine végétale. C'est ça. Et ce que je disais, c'est que les plastiques d'origine végétale, a priori, utilisent quand même très peu justement de plastifiants ou d'additifs plastiques problématiques, parce que la démarche de sourcing vert s'applique aussi aux additifs du plastique. Et globalement, pour l'instant, on n'a pas été trop sollicité, et on n'a pas de warning particulier, mais ça n'empêche pas au moins en prospective, d'aller qualifier l'absence de substances indésirables dans ces emballages-là. Ouais, donc le modèle ciblé peut rester d'actualité, mais il convient que les paramètres ciblés soient là totalement adaptés à un sourcing qui est bien spécifique, car d'origine végétale, et peut-être en fait un travail d'investigation concerté avec les fournisseurs. Oui, il faudra adapter effectivement ce qu'on va rechercher, et en même temps, l'idée, c'est d'aller rechercher ce qui est interdit, indépendamment finalement de la source du matériau. C'est vraiment d'aller chercher les substances qui pourraient poser problème. C'est pas que ça pose pas de problème, c'est qu'a priori, si le matériau vert, il ne contient pas les substances interdites dangereuses, il peut libérer autre chose, mais il libère des choses qui, a priori, ne sont pas dangereuses. Sinon, elles auraient été identifiées comme étant dangereuses. Je ne sais pas si c'est clair mon raisonnement. Si, très bien, très clair. Voilà. Bien.
Bien, bien. Bon, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fin. Merci, merci pour ce travail, Gaël. Merci pour cette implication. Merci de la présence de tous à ce webinaire. Vous étiez 100 à être connectés. Vous étiez plus de 200 inscrits. On a eu quelques petits problèmes techniques qui ont en fait plafonné le nombre de personnes pouvant se connecter. Donc, tout ça pour vous dire que ce webinaire est disponible en vidéo sur notre site internet, et donc vous pourrez le retrouver et le voir en replay. Et le deuxième élément, c'est qu'on a décidé de réitérer l'exercice de manière à intégrer les personnes qui n'avaient pas pu se joindre parce que 100 maximum personnes connectées en simultané. Donc, un prochain webinaire équivalent va être reprogrammé dans les 15 prochains jours. Et si vos confrères, consoeurs ou collègues voient un intérêt à se connecter, ce sera évidemment avec plaisir. Merci encore une fois de votre implication et à bientôt sur de prochains sujets qui seront développés par CCA Group. Au revoir.